RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour les amis de la BD, vous écoutez Le Son des Bulles, seule émission totalement consacrée à la BD sur RCN. Aujourd'hui, avec Olivier, nous retrouvons une équipe sensiblement modifiée par le départ de Jean-Jacques. Bonjour, bah oui, c'est qu'il est le Jean-Jacques. Et ben voilà, il était à l'initiative de cette émission, il nous a accueillis, puis maintenant il nous passe le relais. On l'en remercie. Merci Jean-Jacques. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci patron. Merci patron. Alors aujourd'hui, nous avons autour de la table, à ma droite, notre maître S Histoire de la BD, Charles le Magnifique. Bonjour, oui, ça c'est bien. C'est une observatrice au moins, il faut reconnaître ça, oui, très bien. Ah ouais, il faut faire ça à chaque fois maintenant. Oui. Donc aujourd'hui, Charles se situera entre 7 et 77 ans, quelque chose comme voilà, ça. Oui. D'accord. Alors, on a notre fourmi qui cumule lecture, écriture, interview, la célèbre Francine. Bonjour. Cigale aussi à ce moment, passez-moi fourmi. Voilà. C'est vrai. Alors, on fait un petit coucou à notre amie Francine qui est retenue pour... Alors Françoise, parce que Françoise, Francine, elle vient d'être citée. Alors Françoise. Françoise, voilà, qui ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui. On lui fait un petit bisou. Ouais, un gros même. Un gros, voilà. Et bonjour Damien. Et bonjour Damien. Bonjour Damien. Notre bon technicien qui va récupérer toutes nos bêtises. Oui. Il faudra peut-être nettoyer un petit peu l'étoile d'araignée la prochaine fois, mais ça devrait aller. Oui, c'est vrai, hein, on est un peu envahi là. Bon, alors dis-moi, Olivier, Oui. qu'est-ce qu'on a au programme ? Ah, au programme, on a profité de la sortie d'un album remarquable, coup de cœur, phénoménal, qui s'appelle Perpendiculaire au soleil, et qui nous a marqué beaucoup, et pour faire une émission sur la thématique de l'univers carcéral. Donc on a cherché, on a fouillé un petit peu, il y a quelques albums qu'on va vous présenter qui parlent de cet univers-là, de façon différente. Il y a Mirko aussi, de la parenthèse, qui va nous faire une petite sélection aussi de son côté. Après, on aura une petite pause musicale, je crois. Ah oui. Toujours dans la thématique. Toujours dans la thématique. Alors, on aura un Johnny. Ouais. Mais lequel ? À voir. Un Johnny Hallyday ou autre. Ouais. Ou un autre. Cache. Oui, on a une petite idée quand même. Hein. Une petite idée, Oui, voilà. oui. Et puis, après la pause, Charles, il aura un petit coup de gueule, je crois, non ? Ouais. Oh, un coup de gueule, non, c'est-à-dire c'est des amours déçus, on va dire, tu vois. C'est, oui. Moi aussi. Partagé par Francine. Oui. Voilà, et puis il y aura ensuite un retour sur Saint-Malo. Et c'est haut. Saint-Malo. Saint-Malo, il y a eu quelque chose, Quai-des-Bulles, c'est ça. Il faisait beau à Saint-Malo. Qu'est-ce qu'il faisait beau. Il y a quelques chanceux là autour de la table qui étaient. Ouais. Charles, pas nous. Pas nous. Non. Donc voilà, fallait les autres. venir, hein. Fallait venir, ça valait le détour. Hein. La prochaine fois. On vous racontera ça. Bien, on va démarrer. Ah bah oui, démarrons. Alors Charles, qu'est-ce que c'est que cette histoire entre 7 et 77 ans ? Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la saga du journal Tintin, en sous-titre « Le journal des jeunes de 7 à 77 ans ». Et comme c'est mon anniversaire le mois prochain, je me suis dit donc il ne me reste plus qu'une année pour vous parler de ce journal. Voilà. Donc, j'en profite, dernière limite. Voilà. Donc, c'est une année encore pour évoquer ce prestigieux magazine qui a contribué à notre épanouissement au siècle dernier. Comme je l'ai déjà mentionné dans mes précédentes rubriques, en ces temps reculés où je portais des culottes courtes, les supports de BD n'étaient pas des albums, comme nous connaissons aujourd'hui, mais des périodiques hebdomadaires ou mensuels dans lesquels nous pouvions suivre les aventures de nos héros préférés. Alors, le premier numéro de l'édition belge journal Tintin est publié le 26 septembre 1946. Cette publication était également distribuée au Canada, en premier, donc Belgique et Canada. Peu de temps après, la version néerlandaise, alors attention, est publiée, et la version française, distribuée en France et en Suisse romande, sort en 1948. Les différentes versions de la publication gardaient les mêmes bandes dessinées, mais possédaient chacune des lignes éditoriales distinctes. L'idée de publier ce magazine vient de André Sinave, qui désirait capitaliser sur le succès de la série Tintin, créée en 1929 pour le journal Le Petit 20e par Hergé.
Par la suite, une rencontre entre Hergé, André Sinave et Raymond Leblanc est organisée. Et c'est Raymond Leblanc et Georges Lallemand qui fondent à Bruxelles la maison d'édition Le Lombard, chargée de publier le périodique. Le succès dépasse toute attente dès le 3e tirage. Le tirage passe de 60 000 à 80 000 exemplaires. Les ventes du journal monteront à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires au cours des années 50 et 60 pour décliner progressivement jusqu'à l'arrêt de la parution en 1988. Le premier numéro du journal Tintin comportait 12 pages. On trouve les signatures de Paul Cuvelier avec l'extraordinaire Odyssée de Corentin, d'un dessin surréaliste, Hergé bien sûr avec Le Temple du Soleil, Jacques Laudy, La légende des 4 frères Raymond, et déjà Edgar Jacobs avec Le secret de l'Espadon, les aventures de Black et Mortimer. Au fil des ans, le périodique comme ses lecteurs, vont prendre du poids pour atteindre une 50aine de pages pour l'un et l'achat de vêtements XXL pour les autres. Bien que Hergé ait exercé le contrôle artistique du magazine, il n'en a jamais été le rédacteur en chef. Lors de la création du journal, Hergé était inquiété parce qu'il avait dessiné pour Le Soir, un journal collabo. Heureusement, il sera remis en selle par Raymond Leblanc, héros de la Résistance et fondateur avec Georges Lallemand, comme on l'a dit, des éditions du Lombard. Grâce à son intervention, Hergé a pu obtenir un certificat de civisme et reprendre ses activités, et aussi son permis de conduire. Tu vois, bon. Notons que le premier rédacteur en chef du journal, c'était Jacques van Melbeke, sera lui sérieusement inquiété par la justice, puisqu'il avait écrit en 1944 un article contre la Résistance dans le Nouveau Journal. Il sera rapidement remplacé par André Fernaise, et on en reparlera. Un autre problème va apparaître rapidement lors de la création du journal, un problème lié à la personnalité d'Hergé, qui était sujet à de graves dépressions. Lui qui devait être le moteur de l'équipe, puisqu'il était le créateur du personnage phare, est souvent défaillant. Il est absent et ne livre pas les planches de BD attendues, à tel point que la publication de la série « On a marché sur la Lune » doit s'interrompre, faute de matériel. Heureusement, ces passages à vide sont compensés par le génie de Raymond Leblanc qui va enrichir la rédaction du journal d'une kyrielle de talents. Des dessinateurs imposés par Leblanc, qui sont même quelquefois engagés alors qu'Hergé, responsable artistique du magazine, est opposé à leur intégration. Le courant entre les deux hommes passait difficilement et leur collaboration fut souvent proche de la rupture. Leblanc décrit Hergé comme fantasque, influençable et privé d'inspiration. En retour, Hergé le dépeint comme un menteur despotique et mal dégrossi. Quoi qu'il en soit, cette alliance improbable a pu fonctionner et a été l'origine d'un grand nombre de chefs-d'œuvre de la BD. Je ne pourrais pas, hélas, citer tous les créateurs qui ont collaboré à ce journal, que l'on regroupe dans ce qui est connu aujourd'hui comme l'école de Bruxelles, qui a imposé la ligne claire. Je me contenterai de citer les auteurs les plus remarquables. Alors, bien sûr, Tintin, on connaît, Hergé, et la série Black et Mortimer d'Edgar Jacob, qui était là dès le départ. Et en 1948, les premières planches d'Alix de Jacques Martin, une publication décidée par Raymond Leblanc, malgré les réticences d'Hergé, mais rapidement, le style de Jacques Martin va s'imposer et il va devenir un des principaux assistants d'Hergé, notamment dans l'écriture de scénarii. C'est à lui, par exemple, qu'on doit la célèbre séquence du sparadrap dans l'affaire Tournesol. En 1952, l'équipe s'enrichit d'Alain Weinberg, qui va dessiner les aventures de Dan Cooper, une BD. Dan Cooper, c'est un Canadien, mais c'est une BD d'aviation qui va pouvoir concurrencer les exploits de Buck Danny, qui est maintenant colonel, le héros de la BD d'aviation publiée dans Spirou. 1953, arrive un autre dessinateur imposé par Leblanc contre l'avis d'Hergé, toujours, c'est Raymond Machereau, qui lui va dessiner Chlorophylle, un petit rongeur en lutte contre le rat Anthracite, un personnage cynique dépourvu de toute moralité. 1955, l'hebdomadaire Tintin fait une prise de choix. Franquin, se jugeant arnaqué par l'éditeur Dupuis, traverse la rue, quitte le journal pour aller chez le concurrent et créer Modeste et Pompon. Finalement, après bien des discussions de marchands de tapis, Franquin retournera chez Spirou pour parasiter à partir de 1957 les pages de l'hebdomadaire par un héros sans emploi, Gaston. Mais les éditions du Lombard garderont la propriété des aventures de Modeste et Pompon et les éditeront en album. Encore une recrue de choix intégrée dans l'équipe, c'est toujours contre l'avis d'Hergé, c'est Tibet, qui signe en 1955 Ricochet mène le jeu, une série policière scellant l'entrée du héros dans les classiques du journal. Curieusement, le nom du scénariste André-Paul Duchâteau n'apparaît pas au générique.
Il faut dire qu'à cette époque, les scénaristes étaient considérés comme un pis-aller et les éditeurs ne jugeaient pas nécessaire de les mentionner. En ce début des années 50, il y avait aussi un jeune scénariste nommé René Goscinny qui présentait des projets de BD illustrés par son copain Albert Uderzo qui ne suscitaient que de polis encouragements chez les éditeurs. D'ailleurs, l'idée des éditeurs était plutôt d'expédier aux States le jeune Goscinny, qui parlait correctement l'anglais parce qu'il avait vécu aux États-Unis, pour y lancer notamment des magazines de télévision. Et c'est ainsi que, travaillant aux États-Unis, André Goscinny a fait la connaissance de Harvey Kurtzman, le fondateur du magazine Mad, et de Maurice, pour qui il va créer les scénarios de Lucky Luke. De retour en Europe, dynamisé par le succès de Lucky Luke, Goscinny va multiplier ses collaborations avec de nombreux dessinateurs et surtout reprendre avec son ami Bébert Uderzo une idée de série qui avait été boudée par les éditeurs quelques années plus tôt. C'est ainsi qu'apparaît dans le journal Tintin, le 2 avril 1958, les aventures du Peau Rouge, Papa, le plus brave des braves de la tribu des Sava. Dans cette série, les deux auteurs vont donner libre cours à leur immense talent jusqu'à ce qu'ils quittent le journal Tintin pour se consacrer à la série Astérix dans le journal Pilote fondé par Jean-Michel Carrier, un autre scénariste de talent. Mais je vois que la pendule tourne. Il me faut maintenant aller vite, très vite, pour terminer cette rubrique. Et je ne peux le faire qu'avec le secours de Michel Vaillant, qui déboule dans le journal en 1957. Une série dessinée et scénarisée par Jean Gratteau. Une BD qui aura le succès que l'on connaît, malgré les réserves d'André Farnèse, rédac-chef, qui doutait de la pérennité de la série et se demandait ce qu'un pilote de course pourrait bien faire quand il retournait une ou deux fois autour d'un circuit. Hélas, je viens de franchir la ligne jaune, je suis hors circuit du temps réservé à ma chronique et vous retrouve le mois prochain pour continuer de vous raconter les sagas des journaux du siècle passé. Ah, super, super. C'était génial, Charles. Renversant. Dis-moi, ce succès-là, ça vient aussi du côté financier. Nous, ça coûtait quand même beaucoup moins cher une petite revue du journal de Tintin plutôt que d'acheter des albums comme on a là. Ah bah oui, c'est-à-dire que les albums, les premiers albums, c'était à partir des années 1955, c'était des Tintins. Après, il y a eu les Dupuis, ils ont plus facilement édité. Après, il y a eu les Black et Mortimer. Et puis bon, après les années 60, ça a été courant. Mais c'est vrai que pourquoi on prenait les magazines? Parce qu'on pouvait se les échanger dans la cour de récréation. Donc, il y en avait un qui était abonné à Spirou, il y avait Vaillant, il y avait Cœur Vaillant. Ça aussi, qui était. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'Intrépide, Hurrah, enfin bon, il y avait pas mal de journaux. Et puis, toutes les séries des journaux de Artima dont j'ai déjà longuement parlé. Voilà. Ok. Merci. Vous pouvez nous redire le nom de journal de Tintin en hollandais, là? Ah, c'est ça. C'est ça. Bon, on passe à la suite. Et la suite, c'est Francine. Avec Perpendiculaire au soleil. Eh oui, et je vais commencer par laisser la parole, pour commencer, à justement Valérie Cuny-Lecalais, qui est l'autrice et dessinatrice de Perpendiculaire au soleil. On l'écoute. Alors, Perpendiculaire au soleil, pour moi, c'est vraiment l'album choc de cette rentrée. Un album à 4 mains réalisé suite à la correspondance que vous entretenez depuis 6 ans maintenant avec Reynaldo McGurth, un jeune Afro-Américain condamné à mort. Qu'est-ce qui vous a amené à relater cette expérience? Tout d'abord sous la forme d'un livre paru chez Stock en 2020, puis sous la forme d'un roman graphique. Au tout début de la correspondance, je n'avais vraiment aucune idée de faire un projet graphique ou quoi que ce soit d'autre. Le projet en lui-même était la correspondance. Ça a changé à partir du moment où j'ai rendu pour la première fois visite à Reynaldo dans le couloir de la mort. Ça a été un grand choc et à la fin de la première journée de visite, même si j'étais épuisée, je me suis mise à écrire des notes compulsives qui étaient vraiment des tirets, quelques expressions, des dialogues que nous avions eus. Et au final, j'ai eu une 15aine de pages de notes et je me suis rendu compte que ça pouvait être peut-être le point de départ d'un récit. Donc j'en ai parlé à Reynaldo, je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé, entre guillemets, ce que j'avais fait. Et je lui ai demandé s'il était d'accord pour que je me lance dans un véritable projet de raconter notre correspondance, son histoire. Et il était tout à fait partant, donc ça a d'abord donné lieu au Monde dans 5 mètres carrés chez Stock. Et juste après la publication de ce livre, on s'est rendu compte qu'il manquait un aspect qui est capital dans nos échanges, ce sont les images.
Et donc immédiatement après, on s'est mis à travailler sur le projet de Perpendiculaire au Soleil, qui est maintenant paru chez Delcourt. Oui, alors voilà, en ce qui concerne le projet, mais maintenant, comment elle-même est-elle venue à correspondre avec, justement, ce détenu aux États-Unis? Alors, il faut savoir qu'elle a été sensibilisée, dès très jeune, à l'univers carcéral et aussi à la peine de mort. Et pour bien, justement, montrer ce qu'il avait beaucoup marqué à l'époque, il suffit de lire le prologue qu'on a, justement, dans Le Monde, dans 5 mètres carrés. Alors, il est assez court, je vais vous le dire, parce que ça résume bien le pourquoi de la chose. Une femme est assise sur une chaise, les pieds légèrement écartés, les bras posés sur les accoudoirs. Sa main gauche, très blanche sur le fond sombre de la robe, semble vouloir s'échapper. Les doigts se relèvent, le poignet se tord. Mais ses chevilles et ses coudes sont sanglés. Sous l'effet de la décharge électrique, elle s'agite sans pouvoir bouger. Elle n'a plus de visage, masqué par une cagoule noire. Elle n'a plus de nom, seulement un titre, Dead, à la une du New York Daily News du 13 janvier 1928. C'est la première photographie d'une exécution par chaise électrique aux États-Unis, une photo volée en une seule prise par un reporter qui avait attaché un appareil à sa jambe gauche pour l'introduire clandestinement dans la prison de Sing Sing. Autant que je me souvienne, c'est la première image d'une mort réelle que je vois, alors que j'ai 10 ou 11 ans. Je ne l'oublierai jamais. Deuxième, le bruit de la pluie sur la toiture en tôle est assourdissant. L'éponge placée sur la tête du condamné n'a pas été mouillée comme elle aurait dû l'être. Elle ne conduit pas correctement le courant. Les vêtements et la chair de l'homme s'enflamment. Il est brûlé vif sur la chaise électrique, pendant que dehors, il pleut à verse. L'exemplaire de La Ligne verte que j'ai entre les mains appartient à ma mère. C'est un roman poche tout jauni, élimé à force d'avoir été lu. L'étiquette du prix est encore collée au dos. Le livre a coûté 48 francs. J'ai 13 ans et je le lis à mon tour. L'homme est sanglé, les bras en croix à la table d'exécution. Des cathéters sont fixés au pli de ses coudes. Des compresses recouvrent en partie les symboles nazis de ses tatouages. Des seringues, branchées à une machine, déversent l'une après l'autre leur contenu dans ses veines. Personne ne semble les actionner. La femme tend la main vers le visage de l'homme. Il la regarde à travers la vitre qui les sépare. Des voyants de différentes couleurs s'allument puis s'éteignent. Le bras de la femme retombe. Je regarde la dernière marche avec mon père. J'ai 15 ans. C'est aussi dans la BD, ça. Exactement, parce que dans la BD, elle va tout reprendre, elle va reprendre toute la genèse, elle va expliquer, elle va vraiment parler de tout. Alors, il y a ça, et d'autre part, la fréquentation aussi de sa famille, de Nan Rousseau, qui est un écrivain-réalisateur qui a été emprisonné dans sa jeunesse et avec lequel elle a eu beaucoup de contacts. Et tout ça, ça l'a éveillé à la justice de la prison française. Et puis, vraiment, le déclic qui l'a amené à cette correspondance a été les attentats de 2015. Quand elle s'est rendue compte que, justement, la question de la peine de mort et du rétablissement de la peine de mort revenait dans le discours, elle a décidé de s'engager parce que pour elle, s'il y a une chose dont elle est certaine, c'est que personne ne devrait être condamné à mort sous aucun prétexte. Alors, évidemment, ce livre, c'est un livre à 4 mains. Un livre à 4 mains, mais Reynaldo McGurk ne peut pas figurer sur la couverture à cause d'une loi américaine. Alors, elle a trouvé une autre façon de le faire figurer avec, entre autres, déjà le magnifique portrait qui est réalisé et qui prend toute la première page. Par le titre aussi, puisque Perpendiculaire au Soleil est une expression de Reynaldo, qui est très, très belle d'ailleurs, est une expression de Reynaldo McGurk. Je l'expliquerai pas, c'est très bien expliqué. On aura la réponse à la fin de cet album qui comporte quand même plus de 400 pages, plus de 400 planches. Une autre façon, on le retrouve aussi sur le dos de l'album, ainsi que dans les pages de garde, où là on a de la couleur rouge, et c'est justement un détail d'une de ses peintures, parce qu'il faut savoir que dans l'album, on va retrouver également une trentaine d'œuvres de Reynaldo, puisque lui-même écrivait en prison, peignait en prison, et leur échange épistolaire va aussi tourner autour justement du dessin, etc. Alors, il faut savoir que lui a été condamné à mort. Il a été reconnu coupable d'un meurtre d'une retraitée lors d'un braquage qui a mal tourné. Il a été condamné quand il avait 20 ans. La première fois, quand elle va le rencontrer, quand elle va commencer, du moins, la correspondance, elle en avait 19. Et quand elle va le rencontrer, lui avait 28 ans.
Alors évidemment, on va retrouver la correspondance, leur correspondance à tous les deux. Ils vont raconter leur vie, alors sous forme de dessins, de lettres manuscrites. Elle va aussi remettre tous les formulaires qu'il peut y avoir. Donc chaque lettre d'elle est accompagnée de dessins en noir et blanc, et puis donc elle raconte son amitié, son histoire à lui, son histoire à elle. Et puis l'adaptation du livre, puisqu'on avait d'abord le livre, l'adaptation du livre, ça va être l'adaptation, ça va être à la fois une adaptation et un prolongement chronologique, et puis également artistique, puisqu'on va avoir tous les dessins en plus. Alors ils ont en commun l'amour de l'écriture, du dessin, de la musique. Alors elle va tout dessiner, la naissance du projet, la genèse de l'album, son séjour à Chicago, parce qu'elle va y faire une partie de ses études, et puis ses visites à Reynaldo. Elle va traiter également du système carcéral américain. Donc elle va tout remettre en contexte. Elle va parler de la censure, du contrôle total de la prison sur les images. Et il suffit de jeter un œil sur la longue liste des interdictions, en voyant que la dernière case, c'est mention autre. Voilà, tout est dit, c'est-à-dire que... Il y a une interprétation aussi des interdictions, oui, sur l'interprétation sur l'interdiction de racisme. C'est énorme, ça. Oui, parce que justement, en filigrane, elle va parler évidemment du racisme. On va l'accuser justement de racisme dans certains de ses dessins, notamment quand on prend la fameuse photo qui est connue des joueurs noirs aux Jeux Olympiques. Donc elle va, pour contourner cette censure, elle va même arriver à découper, etc. Il va y avoir tout ça. Alors justement, puisqu'on parle... Il y a aussi la représentation du corps noir, qui est très important pour elle. Et donc, elle va mettre en récit, en perspective avec l'histoire des États-Unis, le racisme, l'esclavage, la représentation du corps noir et plus particulièrement la représentation du corps noir en prison. Alors, elle va se pencher sur l'imagerie raciste pour ne pas reproduire, elle, inconsciemment, justement, des représentations connotées. Alors, on pense notamment au fameux Jim Crow, on pense aussi aux publicités. Il y a Nania, voyez à quoi je peux faire allusion. Étant donné qu'elle va représenter aussi Reynaldo quand il était jeune, quand il était gamin, les différentes facéties qu'il peut avoir, on peut vite tomber, justement, en simplifiant, tomber dans la caricature, et c'est ce qu'elle voulait éviter. Alors elle va se demander comment le représenter, comment représenter le corps noir en souffrance, comment représenter aussi certaines formes de violence, comment reconstruire justement ses souvenirs, puisqu'il n'a pas de photos de lui étant gamin, elles sont toutes brûlées dans un incendie. Elle va raconter tout ça. Et puis à la justice, on va parler de la justice aussi, de l'histoire de ressentence, puisque lui-même a été condamné illégalement à la peine de mort puisqu'il n'y a pas eu une unanimité du jury, alors qu'il aurait dû avoir une unanimité du jury. Donc, et c'est toujours en instance, c'est toujours pas réglé. L'histoire de la sentence, alors de toute façon, il sera toujours condamné. C'est pas le procès qui va être fait, mais bien justement ce qui peut gagner entre guillemets, c'est que ça soit commuté en emprisonnement à vie. Oui. Et puis alors, les techniques aussi qui sont utilisées, parce que c'est une splendeur, toutes les planches sont une splendeur. Donc 400 planches, une trentaine de Reynaldo, qui lui va utiliser soit la couleur qui va pour justement représenter le monde auquel il n'a plus droit, donc mais puisqu'il en est privé, mais qui lui permettent aussi de s'évader. Et puis aussi, par contre, le stylo à billes. Lui, le stylo à billes noir qui va être, lui, au contraire, pour montrer justement l'univers extrêmement anxiogène de la prison, donc le stylo à billes noir. Et puis elle, en revanche, elle va utiliser principalement deux techniques qui vont être la gravure sur bois ou sur lino pour représenter toutes les scènes qui sont soit reconstitution de scènes de souvenirs, soit fantasmes, rêveries, etc. Et le crayon gras pour utiliser par contre pour beaucoup plus précis pour les scènes réalistes. Et puis on va voir aussi quelque chose qui va apparaître aussi, quelques planches qui sont en papier brûlé. Alors celles-ci, elles ont été faites d'après des photographies de lynchage aux États-Unis, et c'est une façon, une volonté de pas entrer dans le détail pour ne pas justement se repaître de ces scènes, mais non plus ne pas édulcorer l'image. Donc il y a tout ça. C'est
Bon, c'est fantastique, quoi. Donc, je veux dire que dans chaque planche, il y a des tas de détails, puis des tas de références culturelles à sa culture à elle, à sa culture à lui. C'est un bonheur, quoi. Et des références artistiques. On retrouve énormément de références artistiques dans tous les domaines. Dans tous les domaines, voilà. Sculpture, peinture, littérature, absolument tout. Et d'ailleurs, il y a un leitmotiv qu'on va retrouver. Il y a 3 éléments qu'on retrouve tout au long de l'album. On va avoir les serpents, la végétation luxuriante et également les mains. Et on va l'écouter nous parler justement des mains. Alors justement, puisqu'on parle de représentation graphique aussi, il y a 3 éléments qui reviennent tout au long de l'album. Les mains, le serpent et la végétation luxuriante. Ouh là là, je commence par laquelle alors, on va commencer par les mains. Dans ma toute première lettre à Reynaldo, j'avais inclus un dessin parce que dans ma première lettre, l'association l'ACAT par laquelle je suis passée pour écrire mes lettres disait « Présentez-vous simplement » dans la première lettre. Et je me suis dit que l'une des meilleures façons de me présenter, au-delà de tout ce que je pouvais écrire, c'était de joindre un dessin. Et c'était un dessin qui représentait des mains sortant de l'ombre et se tenant, s'agrippant. Et par la suite, Reynaldo m'avait répondu en me disant les mains et les mots sont différentes manières d'entrer en contact. Et cette image lui avait beaucoup plu. Et les mains sont toujours au cœur de notre relation, dans le sens où c'est la main qui écrit, c'est la main qui dessine. Au cours de nos rares visites, ce sont les mains qui peuvent se toucher au début et à la fin de la journée de visite. Donc j'ai voulu en faire un leitmotiv au sein du livre pour parler de contact et de toute forme de contact. Oui, et concernant justement la nature luxuriante, il faut savoir que dans le couloir de la mort, il n'y a absolument aucun végétal sous quelque forme que ce soit, vivant ou mort. Donc c'est une façon pour elle alors elle disait qu'en plus de ça, en Floride, où on a une végétation luxuriante parce qu'il est emprisonné en Floride, c'est une façon pour elle justement de ramener la nature et l'importance de la nature dont il est totalement privé. Alors, Valentine Cuny-Le Canet prépare actuellement une thèse en art plastique et création contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son projet intitulé « Témoigner et résister dans le couloir de la mort, contrainte, censure et do it yourself » porte sur la pratique des arts plastiques par les détenus condamnés à mort aux États-Unis. Merci Francine. Merci. Alors, il y avait beaucoup à dire sur cette BD. Je vous invite à la lire, relire. Lire, moi je retrouve toujours quelque chose dedans. C'est vrai que les dessins là, de Reynaldo sont magnifiques, d'autant plus par rapport aux conditions dans lesquelles ils sont réalisés. Il doit tout acheter en fait. Ses crayons, ses papiers, tout ça, ça coûte une fortune en prison. Et puis, il fait des trucs formidables. Il ne peut pas acheter ce qu'il veut. Exactement. Non, il ne peut pas acheter ce qu'il veut. Voilà, Alors, juste, Charles, par rapport à c'est une BD ou pas? Oui, c'est une BD, parce qu'on va retrouver des éléments de la BD, c'est la séquentialité des images et les phylactères, bien sûr. Et donc, il n'y a pas les onomatopées, mais c'est une BD. Disons que aussi c'est un art qui évolue aussi. C'est-à-dire que dans le cinéma, il y a eu le noir et blanc, après il y a eu le cinémascope. Donc là, c'est une autre forme de BD utilisant d'autres techniques. Ouais. Mais oui, c'est une bonne dessinée. Oui, c'est de la bande dessinée, oui. Merci. La première, elle a 26 ans. Voilà. À suivre parce qu'elle a du talent. Ouais. Bien. Ah, oui. Et bien maintenant, Olivier, toi, tu devais nous parler de 17 piges. C'est pas ton âge, ça. 17. Pourquoi ce serait pas mon âge Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si, j'en suis pas loin. Alors, 17 piges, forcément, c'est un peu ce qu'on dit là, un petit peu pas chez les voyous, mais on dit 17 piges, c'est un peu le temps qu'on passe en prison. T'as pris combien? 17 piges. Là, en fait, c'est pas ça. C'est 17 piges, c'est le nombre d'années de la personne. C'est quel âge il a? La personne, le personnage central, a 17 ans, 17 piges. Alors, 17 piges, c'est paru en février 2022. C'est parle aussi de la prison. Chez Futuropolis. Ça a été écrit par Isabelle Dautrem. Isabelle Dautrem, c'est une journaliste indépendante qui a beaucoup travaillé dans le journal de l'étudiant. Elle a écrit pas mal de choses comme ça. Et là, c'est sa première bande dessinée, si je me trompe. Et ça a été dessiné par Bast.
B-A-S-T. Et lui, donc, il a déjà une quinzaine d'albums à son actif, et dont un qui s'appelle Ancienneté, et qui retrace son expérience qu'il a eue en tant qu'animateur de bande dessinée dans le quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Gradignan, en 2013. Donc, il était déjà un petit peu sur cette sensibilité-là. Alors, pour 17 piges, l'histoire, elle débute à Noisy-le-Sec, au lycée Saint-Louis. La police, elle débarque dans le bureau de l'approviseur et demande de voir le jeune Ben Nkanté, un jeune de 17 ans, 17 piges du coup, en classe de terminale. Alors là, en toute discrétion, la directrice va chercher l'ado en plein cours de maths et on découvre le jeune Ben. Bon, c'est un jeune comme de maintenant, survêt, sweat à capuche, un peu nonchalant comme ça. Bon, il s'étonne un peu que la directrice vienne le chercher. Qu'est-ce que j'ai fait, madame, machin. Bon, il part avec elle, sous les rires de ses copains quand même, qui se moquent un peu. Et puis, finalement, il se retrouve dans le couloir du lycée, mais quand il sort, il ne sait pas qu'il n'y reviendra plus dans ce lycée. Et là, on retrouve directement Ben incarcéré dans le quartier des mineurs de la prison de Fleury-Mérogis. Et là, il est pris en charge par l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire les gardiens de prison. Voilà. Et à partir de là, c'est un choc. C'est le choc carcéral parce que l'adolescent, il est fouillé, ses affaires lui sont retirées, on lui donne un numéro d'écrou, ça sera sa nouvelle identité. Et son univers, dans les prochains mois, ça va être une cellule de quelques mètres carrés, une douche, une télé, une gamelle. Voilà, c'est ça. Et comme les autres incarcérés mineurs, du coup, Ben, il a le droit à suivre des cours pour terminer ses études, quand même. Hein. Et là, il doit passer son bac, il faut qu'il le réussisse. Mais comment réviser dans une prison, sachant que les conditions de détention, c'est abominable, hein, et les décrochages sont quasi inévitables. Il y a les fouilles, les humiliations des gardiens. Hein, tout ça, c'est dégradant, parce qu'à chaque fois qu'il sort de la cellule, hop, une petite fouille, voilà, pour savoir s'il n'y a rien. Le bruit dans les autres cellules, c'est bruyant, c'est tout le temps. Il y a la musique, il y a les cris, etc. Et puis les tensions entre les détenus sont fréquentes. Mais dans tout ça, ce qu'il y a de plus infernal dans les conditions de détention des jeunes mineurs, entre autres, c'est la lenteur de l'administration dans la mise en place des procès. Le jeune Nkanté, il est là, mais il ne sait pas quelle sera la date de son procès. Et là, franchement, ça casse tout, quoi, parce que l'absence de visibilité d'une date éventuelle de sortie, ça fait perdre tout espoir. Et puis alors, du coup, le Ben, malgré ses efforts pour garder les liens avec la société, il décroche. Il se laisse aller. Alors, c'est assez flagrant. Vous verrez, au départ, Ben, c'est un gars, costaud, mais voilà, pas trop. Puis à un moment donné, dans l'histoire, il a pris du poids parce qu'il sort plus, il fait plus rien. Et lui, son obsession, c'est de sortir avant ses 18 ans. Parce que s'il sort pas avant ses 18 ans, bing, bascule dans le quartier des adultes. Et alors là, c'est pas les mêmes conditions. Alors voilà, donc l'histoire va se dérouler comme ça. Je vous raconte pas la suite, mais l'album, je trouve qu'il est très bien fait parce que on est quand même très proche d'un reportage, comme on peut retrouver dans la revue dessinée. Il y a un côté plus romancé, forcément, puisque l'histoire du jeune Ben Nkanté est forte et qu'on a de l'empathie pour lui. On se rapproche, mais attention, le jeune Ben, c'est pas un enfant de cœur non plus, parce qu'il ne faut pas qu'on renverse les trucs. Il est accusé de faits graves quand même, même si on n'a pas la preuve de sa culpabilité ou non. Mais le fait de le suivre dans l'intimité de sa cellule, ça nous fait mieux comprendre comment ce système carcéral pour mineurs, qui a à la base une vocation éducative, elle est confrontée à la réalité des manques de moyens. Et le problème, c'est que des jeunes comme Ben, qui sont finalement pas des grands délinquants, quand ils se retrouvent là-dedans, ils sont broyés par leur passage en prison. Et il y a une statistique qui est montrée, c'est que selon une étude, 75% des mineurs qui passent par la prison, donc des moins de 18 ans, 75% retournent en prison dans les 5 ans. Alors ça, c'est assez édifiant. Enfin voilà, vous verrez à la fin de l'album, il y a un petit dossier documentaire très bien fait sur les lois d'incarcération des mineurs, sur l'évolution de la loi, sur leurs conditions de détention, sur les structures d'hébergement. Tout ça, c'est très bien documenté. Puis en plus, plein de sites internet que vous pouvez voir si ça vous intéresse. Et donc, moi, je dis quand une bande dessinée est là pour nous questionner et pour nous en apprendre plus sur la société, moi, j'aime beaucoup ça aussi. C'est vrai que c'est toujours enrichissant. Oui.
Eh ben, pour rester sur le thème, on a été voir Mirko à la parenthèse et on lui a demandé ce qu'il avait à nous proposer. Eh bien, bonjour Mirko. Donc, on vient te voir pour avoir quelques conseils, alors, notamment sur le thème de la prison. Mais si tu as des bonnes choses et des bonnes pépites, on les prend. Eh bien, oui, forcément, on a plein de bonnes choses qui commencent à arriver, puisque c'est le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc, on rentre dans la période juste avant les fêtes de fin d'année. Je vais juste parler de 2 titres autour de l'univers carcéral. Le premier, c'est Prison. Prison... On ne parle pas de justice, on parle de la vie dans une prison, on parle de la vie dans ces murs et comment cet endroit déshumanise, détruit les gens et aussi détruit les chances de se réinsérer derrière. C'est un livre factuel à travers quelques portraits de détenus, de co-détenus, d'histoires. C'est des endroits pleins de violence. Et ce qui fait que voilà, on a un aperçu, une fenêtre, une façon d'aborder les choses de la vie des prisonniers dont on ne parle absolument pas dans les médias. On parle des conditions de travail des gens dans les services pénitentiaires qui sont très durs. Mais on parle aussi du problème de réinsertion. Mais il y a cette espèce de trou, de flou, dont on ne parle jamais, qui est la vie de ces gens incarcérés. Et que même s'ils veulent se réinsérer, même si après avoir purgé leur peine, qui normalement est d'avoir purgé leur dette envers la société, et que finalement, ils parlent de double peine, de ce problème derrière. Donc c'est un livre assez fort, assez bouleversant, et qui décrit bien la vie dans les prisons. Okay. Et puis forcément, moi, dès que je peux parler de Riff Rebs, j'en parle, parce que pour moi, c'est un des auteurs majeurs. C'est mon dessinateur préféré. Là, il adapte encore un livre de Jack London, Le Vagabond des étoiles, qui n'est pas un livre de marin ou un livre d'aventure, quoique, puisque c'est l'histoire d'un prisonnier qui, pour échapper à sa condition extrêmement dure, on est aux États-Unis, début des années 1900-1910, où la vie carcérale était extrêmement encore plus violente. Les matons brisaient les gens. Il y avait des sévices horribles qui étaient faits. Et donc cet homme rentre en méditation pour essayer de sortir, d'oublier la douleur déjà, des coups, et qui, en fait, grâce à cette méditation, va revivre un peu des vies antérieures, d'élever sa conscience pour partir et justement trouver la liberté alors que son corps, lui, est prisonnier. Une façon de s'évader. Une façon de s'évader, voilà. Et c'est c'est encore un livre hyper puissant de Riff. Et ça reste, je crois que tout le monde devrait avoir tout Riff chez lui, je crois, à mon sens. Bon, on a l'avis de Mirko, et bon, pour moi, Mirko, c'est toujours un très bon avis. Alors, à la prochaine fois, Mirko, parce qu'on va préparer bientôt les cadeaux de Noël. Eh bien voilà, c'était donc l'avis de Mirko. Moi, je compléterai un petit peu sur Prison, que j'ai lu et que vraiment j'ai adoré. C'était vraiment non seulement une docu-fiction, mais c'est surtout une déconstruction des représentations et qui vaut la peine parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'univers carcéral. Oui, et c'est vrai que dans Prison, c'est vraiment bien décrit parce qu'il y a plusieurs types d'histoires en fonction des prisonniers eux-mêmes. Il y a des histoires concernant une gardienne de prison et un prisonnier, etc. Donc il y a différents points de vue, différentes situations, et c'est vraiment bien décrit, ça explique bien
Il y a plusieurs dessinateurs, c'est ça, hein? Oui, il y a 2 dessinateurs. Alors c'est vrai que Olivier, quand on discutait avant, m'avait dit mais comment ils font les 2 dessinateurs? Eh ben en fait, j'ai regardé sur le dossier de presse et donc Anne Royan, elle s'était occupée plus de tout ce qui était décor. C'est un peu son expertise, Anne Royan, parce qu'elle a fait du décor au cinéma et à la télé, pour en faire un véritable personnage, puisque la prison, ça devient un véritable personnage. Et Sylvain d'Orange, lui, a dessiné les personnages et se sont retrouvés pour les couleurs. Et je vous invite à regarder, on mettra certainement la photo sur le site Facebook, la photo de l'ogresse, la représentation de la prison en forme d'ogresse. Ah oui, ça c'est à voir, ça. C'est à voir. Ok. Ouais, et maintenant, on va un peu passer à de la musique. Oui, alors, on a une musique concernant la prison, sur le thème, c'est avec un Johnny. C'est Johnny Cash Alors, ou moi, Hallyday? je dirais Cash. Alors, Charles, à ton avis, c'est Cash ou Hallyday? Pour moi, la culture musicale s'arrête à Bourville. C'est Les vrai. petits pois, les haricots. Les haricots. Les haricots. Donc après, c'est le néant pour moi, oui. Eh bien, ce sera Johnny Cash. Merci d'abord. C'est super, hein. Je Moi, vois bien. ça met en train, ça met en Ouais. forme. Bon, pour nous mettre en forme, Charles, tu vas nous parler de la dernière BD que tu as lue, là. T'es content de retrouver écoute, ta vie? nous nous sommes tentés, mais si tu veux, c'est ça, et c'est que... Ouais. Autant le premier... Donc, on parle du dernier Adèle Blanc-Sec. Hein. Voilà, c'est Adèle ça. Blanc-Sec. Donc, autant le premier épisode, c'était Adèle Labec. Adèle Labette, ça avait été un choc, une découverte. Autant celui-là est un choc, mais bon... déjà, bon, l'histoire est incompréhensible. Tous les 3 cases, il fait référence au bouquin précédent, enfin bon, à l'ensemble du truc. Je vois pas l'intérêt de... Enfin, j'ai pas compris. C'est-à-dire que la plupart des gens à qui j'ai discuté, au bout de 20 pages, ont décroché. Quoi. Vraiment, Apparemment, il n'avait pas Je du tout confirme. envie de faire ce dernier album. il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Franchement, Je pense qu'il a subi les pressions. Bon, on n'en dira pas plus. Hein. On va pas l'enterrer plus. Non. Chacun va faire son avis. Oui, je pense que ceux qui vont l'acheter, c'est pour compléter la collection, pour avoir l'ensemble de l'œuvre, mais c'est sans intérêt. Voilà. Eh ben, on va passer à un truc plus sympa. Merci Charles. Merci Charles. On va passer à un truc plus sympa. on C'était aurait dû Saint-Malo. mettre le bruit des mouettes. Ah ouais, on aurait dû mettre ça. Il y a des je fais très concours bien la de mouettes. Alors, Francine, vas-y, démarre. Commence. Francine. Allez. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait beau à Saint-Malo. Ah ouais. Non, c'était on va vous plaindre. très, très sympa parce que j'ai bien aimé, moi, cette proximité avec les auteurs, avec les éditeurs, cet accès facile. Je pense aussi que les auteurs étaient très contents d'être à Saint-Malo. Il faisait beau et c'est un endroit qu'ils affectionnent particulièrement Ouais, aussi. et puis je sais Donc, pas, dans l'organisation, c'est sympa, c'est bien fait, c'est pas la pression comme à Angoulême, c'est Non. pas on galope pas partout parce qu'à Angoulême on court d'un endroit à l'autre alors que là tout est plutôt à proximité. Alors c'est vrai qu'on a été gâtés par le temps, mais voilà, on a vu nos copains William Augel au bord de l'eau. On s'est pris quelques vagues sur la tête pendant l'interview. On la mettra peut-être sur le Facebook. On a vu quand même, on a vu Derf, Bac Derf. Ah oui. Alors on l'a vu. Toi, tu l'as vu en dédicace. En dédicace, l'expo et puis la rencontre. La rencontre. Alors, moi, ce qui m'a étonné chez ce monsieur-là, c'est qu'il a quand on le voit, au premier abord, une mine un peu sombre, un peu renfrognée, je dirais. Et en fait, il a un humour fou. Oui. Un Sans humour humour, fou. ouais. Ah ouais. Alors déjà dans ses BD, c'est déjà super sympa. Et, Pas toutes. Hein. Ouais, mais il y a toujours un peu d'humour quand même. Damer, là, par Dans exemple. Kent State, il n'y a Oui, pas il y a vraiment pas beaucoup d'humour. d'humour, Non, là, ouais. Kent State, Il y en a vraiment. moins. Damer, il peut y en Damer. avoir, parce qu'il y en a quand même. Bon, après, ça s'appelle de l'humour noir et tout, mais il y a de l'humour dans Damer, quand même. Oui. Un petit peu. Un petit peu. Kent State, pas du tout. Pas du tout, oui. Non, Par non, contre, quand on ça s'y prend- prête pas. Quand on prend Trash, entre autres, ou l'année des ordures, par contre, Ça, c'est là, on magnifique, retrouve, ça. Ça, c'est voilà, magnifique. on peut rire. Mais voilà, donc il était, j'ai trouvé très abordable, super sympa. Ah ouais, puis l'expo était magnifique en plus. L'expo est sublime. Je crois que j'avais déjà mis quelques photos quand on était sur place sur la page Facebook. On en remettra il y en peut-être avait, quelques-unes. ouais. On en remettra quelques-unes. Sinon, t'avais Ah toi ben, vu, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les rencontres sur le bateau.
Ah oui, alors moi je suis pas allée sur sur le bateau. le Charles-Marie. Donc le problème du Charles-Marie, c'est que c'est un petit bateau, 30 personnes maximum. Donc bon, j'ai eu la chance de pouvoir assister à celle d'Alex Inker, et je vous reparlerai d'Alex Inker très bientôt dans la prochaine émission, puisque on l'interviewera même en direct, on peut le dire. Carrément. Donc carrément. Donc voilà, et donc j'ai pu assister sur le bateau, rencontre d'une heure, donc là c'est vraiment super. Il y avait aussi, pas Anaïs Nin, j'allais dire Anaïs Nin, mais Léonie Bischoff, Oui. qui était là pour son dernier album, un album jeunesse qui est La Longue Marche des Indes. Et pareil, rencontre sur le bateau, mais là malheureusement, je n'ai pas pu avoir de place. Et ça s'est arrêté juste devant moi. Oh là, l'horreur. Voilà, c'est la c'est tout, on frustration, peut pas réussir à tous les coups. Ben non, c'est sûr, c'est pas très simple, mais c'est bon, voilà, c'était un bon moment quand même. Les expos, il y en avait d'autres Oui, aussi. Hein. il y avait l'expo Sherlock Holmes aussi Ouais. qui était sympa, Alors, avec justement son appartement qui était reconstitué avec des tas de petites choses qui s'étaient échigées, et puis des planches des deux albums, donc dans la tête de Sherlock Holmes. Ouais. Ça aussi c'était très sympa. Il y avait un monde fou là aussi. Ouais. Hein. Oui, d'autant plus que c'était très petit. Hein. Ouais. Voilà, c'était assez. Très, très serré. Et là, du coup, nous, on a raté on l'a pas fait assez tôt le matin, donc on l'a raté. Et par contre, Corto Maltese, non. aucun intérêt, aucun intérêt. Voilà. Ah, là, c'était un truc. Ouais, vraiment. Voilà, et puis on a vu les auteurs. Hein, Les rencontres d'auteurs, les interviews d'auteurs Ouais, aussi. ouais. Hein. Au Palais du Grand Large, c'était super quand même, avec dans la salle de presse, Tout en vue hauteur. panoramique sur la mer et tout, c'était quand même sympa. Ah, mais nous, on avait carrément pas les pieds, mais les fesses dans l'eau. Oui. Vous pourriez arrêter 5 minutes là de raconter Ah non, tout le mais- bonheur que vous avez eu à Quai des Bulles pendant qu'on est resté ici, nous. Ah, mais c'était bien, quoi. Et pourquoi vous avez interviewé Alex Inker alors? Déjà, pourquoi? Parce que moi j'aime beaucoup Oui. Alex Inker. J'ai pas pu avoir l'interview justement à Saint-Malo parce qu'il était surbooké, il était pris de partout. Mais il avait quand même eu le prix coup de cœur. Ah ben oui, c'est ça, Quai des quand Bulles. même. Alors que c'est oui. coup de cœur Francine Vanet et coup de cœur. Oh là 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 là. Ah ouais. Et faites attention à vous, parce qu'à force d'avoir des coups de cœur, Francine, vous allez Oui, mal j'ai avoir finir, des hein, quand même. problèmes Vous allez peut-être avoir des cardiaques. problèmes, hein. Ouais. Oui. Parce que là, en cette rentrée, vous en avez eu beaucoup quand même. Hein. Oui, il faut dire que Facture, cette on a eu rentrée, beaucoup. il y en a beaucoup. Ouais, Il y a ouais. vraiment, c'était très foisonnant. C'était sympa aussi, c'était Vincent Zabu et puis Nico Bip pour Le Monde de Sophie. Donc une adaptation du Monde de Sophie. Pareil, c'est pareil, je repasserai peut-être des petits morceaux d'interview. On en Alors, reparlera nous, on a peut-être. revu aussi Robin Walter, qui va sortir l'intégrale de Prolongation en cette période. Alors, je ne vais pas faire de la pub pour la Coupe du Monde de foot, mais quand Katia, même. non, pas bien. Plutôt que de regarder le foot, lisez les BD Voilà, de Robin Walter qui parlent du foot, de ce qui se passe tout autour du foot. Donc voilà, ce sera mieux de lire les BD de Robin plutôt que de... Il y a aussi une BD de foot qui est sortie à Metz, là, avec Hector, qui a fait l'exploit Metz contre Barcelone. Ah oui. Oui, mais enfin, je ne m'intéresse pas à Metz particulièrement. Mais quand même. On avait mais c'est pour Barcelone, on peut acheter le bouquin. Ah bah voilà, c'est ça. Si vous l'achetez pas pour Metz, achetez-le pour Oui, Barcelone. parce que Barcelone, quand même, c'est plutôt Ouais, cool. Barça quand même. Ah, ouais. Bon, voilà, je crois Et donc, qu'on a alors, fait... sur les prix qu'il y a eu à Saint-Malo, Ouais. Oui. donc on a eu le Alex Inker pour le coup de cœur. Là, je regarde le Grand Prix de l'affiche, c'était Kirasquet, c'est des locaux, ça. Kirasquet. Kerasquet. Ouais, c'est un breton, ça, non? C'est des locaux, oui. Avec un nom c'est comme ça. Ouais. Ça peut être que ça. Ensuite, on a alors le prix coup de cœur, le prix Ouest France. Sermilic, là où naissent les glaces. Très déçu, mais bon, c'est tout. Je pense qu'il y avait des albums qui le méritaient nettement plus. Mais bon, ça, ce n'est que mon point de vue. Ah bah il est Moi, j'ai utile. encore pas lu. Bien sûr, il est utile. J'ai encore pas lu Vous auriez livre. préféré un autre? Ah ouais. Lequel? Perpendiculaire au soleil. Non. Et puis, je sais plus aussi, il y avait aussi un autre... Alors, le prix Révélation ADAGP. Non, voilà, c'était le poids des héros. Moi, je pensais que le poids des héros de David Salah, qui est un de mes gros coups de cœur, mais du début de l'année, était en compétition et je pense qu'il le méritait d'autant plus. Mais il faut savoir que le jury
à Quai des Bulles, c'est de 18 à 35 ans. Ah. Et ceci explique peut-être cela, parce que je pense que la guerre d'Espagne et l'esthétique des années 70, ça devait pas leur parler beaucoup. Ouais. Mais je pense qu'ils le méritaient vraiment. Non, puis les jurys, tu sais, regarde, quand je pense que c'est un autre que moi qui a eu le prix Goncourt, franchement, non, c'est... C'est vrai, Bah, c'est pas normal. on a posé une réclamation d'ailleurs. Hein. C'est en cours, c'est en cours. Faut pas s'inquiéter, Charles. Tu vas la voir. Alors, on avait quoi d'autre encore? Alors quoi d'autre Alors, le prix jeunesse n'est encore pas décerné, hein, je crois que... Parce que c'est les scolaires de Saint-Malo qui décernent ce prix-là, donc ce sera qu'en décembre. Ouais, les jeunes ne sont pas trop pressés de façon de manière générale. Je pense qu'il fallait qu'ils rentrent, qu'ils lisent, et d'habitude, le festival est plutôt fin octobre. Oui. Là, il était en avance par rapport à la route du Rhum. Donc là, ils annoncent déjà les dates de l'année prochaine, c'est 23, 24 dans les eaux là, normalement, octobre. C'est plus tard en octobre. Donc, faut le temps pour faire travailler les jeunes. Bah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Exactement. Et on a le concours Jeunes Talents. Jeunes Talents. Alors, le Jeune Talent. Le Jeune Talent. Bah, je ne sais pas, c'est quoi ce... Je sais plus. Ouais. Non. Qu'on regarde. Peut-être que ça n'a pas été ça n'a pas encore été décerné. Voilà. On vous remettra peut-être tout ça aussi sur la page Facebook. Oui, on vous mettra toutes les références. Alors, on vous rappelle qu'on a une page Facebook qui s'appelle Le Son des Bulles, tout simplement. On n'a pas voulu faire compliqué. Non. Parce qu'on n'est pas de la tranche 8-35 ans, mais bon, voilà, quand même. Nous, on est du 7 à... 77. Non, on ne met pas le dernier chiffre. Voilà. Bon. Jusqu'au mois prochain, si j'ai bien compris, c'est ça? Non, jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à 76 cette année. Ah oui, d'accord, ok. Mais on ne s'arrête pas maintenant. Voilà, ça c'était valable dans les années 50. Je vais faire un scoop, c'est que je vais profiter de 76 ans pour fêter mon centenaire. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire aider par un copain qui a 24 ans. Donc à deux. Voilà, donc c'est parce que bon c'est pas mal. Oui, à deux ce sera plus facile. Donc le mois prochain, je fête mon centenaire. Et vous avez un copain de 24 ans? Oui, c'est mon jeune écuyer puisque c'est bien évidemment. Ok, bon, maintenant, sur ces bonnes nouvelles où on va pouvoir faire la fête, on va vous dire au revoir et à la prochaine fois. Et puis la prochaine fois, on va tenter de faire une liste de cadeaux pour Noël. La prochaine fois, comme on se rapproche de Noël, on vous parlera on vous conseillera sur des cadeaux de Noël. On ne va pas vous imposer non plus. Non, merci. On donnera quelques conseils. Merci Damien. Merci à tous. Merci Damien. Beaucoup. Merci les amis. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org